Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous retrouver sur le plateau de Voyage au bout de la nuit pour une émission littéraire comme vous le savez. Alors, en ce moment, on est en train de lire le roman d'Honoré de Balzac qui s'intitule Le Lys dans la vallée. Et ce roman fait partie du roman consacré aux études de mœurs qu'a voulu faire Balzac. Et il raconte l'histoire d'amour complètement platonique entre le jeune Félix, qui est un jeune homme qui vient d'une famille aristocratique, avec Madame de Mortsauf, qui est mariée, évidemment, sinon c'est pas drôle, au comte de Mortsauf, qui est un homme assez violent et plutôt sombre. Et c'est l'histoire de cette histoire d'amour complètement platonique, mais très belle et assez romanesque. Donc, je continue la lecture du roman. Pour ceux qui ont loupé le début, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur les replays de Voyage au bout de la nuit, sur le site internet de la chaîne. Vous allez sur D8, vous tapez Voyage au bout de la nuit ou alors VBN et vous allez tomber sur les players et vous pouvez regarder les débuts de la lecture. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux grâce à notre page Facebook ou à notre compte Twitter, celui de l'émission ou nos comptes de lecteurs, pour participer, pour réagir, pour nous donner des idées de lecture, pourquoi pas, pour nous envoyer vos poèmes, si vous écrivez des choses vous avez envie qu'on lise dans l'émission, pourquoi pas, vous pouvez également nous écrire directement au studio à Boulogne. Voilà, alors je vais poursuivre ma lecture. Comme je vous le disais, on est encore au tout début du roman. Et à ce moment-là de l'histoire, notre héros, donc Félix, vient de passer au domaine de Madame de Mortsauf et il a été invité à dîner. Et puis, il nous fait cette description très très jolie de cette femme, de sa façon de voir les choses, de ce qu'il ressent chez elle. Et elle est à ses yeux évidemment parfaite puisqu'il est amoureux. Et que vous savez que l'amour aveugle bien des choses. Allez, on continue, on se lance tout de suite dans la lecture. Très très bon voyage à vous. Ses cheveux, simplement tordu sur sa tête, était retenu par un peigne d'écaille. Telle est l'imparfaite esquisse promise. Mais la constante émanation de son âme sur les siens, cette essence nourrissante, épandue à flot comme le soleil émet sa lumière, mais sa nature intime, son attitude aux heures sereines, sa résignation aux heures nuageuses, tous ces tournoiements de la vie où le caractère se déploie, tiennent comme les effets du ciel à des circonstances inattendues et fugitives qui ne se ressemblent entre elles que par le fond d'où elles se détachent et dont la peinture sera nécessairement mêlée aux événements de cette histoire. Véritable épopée domestique, aussi grande aux yeux du sage que le sont les tragédies aux yeux de la foule, et dont le récit vous attachera autant pour la part que j'y ai prise que par sa similitude avec un grand nombre de destinées féminines. Tout à Clochegourde portait le cachet d'une propreté vraiment anglaise. Alors, parenthèse, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, parce que la propreté chez les Anglais, elle est assez relative. Je ferme la parenthèse. Le salon où restait la comtesse était entièrement boisé, peint en gris de 2 nuances. La cheminée avait pour ornement une pendule contenue dans un bloc d'acajou surmonté d'une coupe et 2 grands vases en porcelaine blanche à filets d'or, d'où s'élevaient les bruyères du cap. Une lampe était sur la console. Il y avait un tric-trac en face de la cheminée. 2 larges embrasses en coton retenaient les rideaux de percale blanche sans fange. Des housses grises bordées d'un galon vert recouvraient les sièges, et la tapisserie tendue sur le métier de la comtesse disait assez pourquoi son meuble était ainsi caché. Cette simplicité arrivait à la grandeur. Aucun appartement, parmi ceux que j'ai vus depuis, ne m'a causé des impressions aussi fertiles, aussi touffues que celles dont j'étais saisie dans ce salon de Clochegourde, calme et recueilli comme la vie de la comtesse, et où l'on devinait la régularité conventuelle de ses occupations. La plupart de mes idées, et même les plus audacieuses, en sciences ou en politique, sont nées là, comme les parfums émanant des fleurs. Mais là verdoyait la plante connue
qui jeta sur mon âme sa féconde poussière. Là brillait la chaleur solaire qui développa mes bonnes et dessécha mes mauvaises qualités. De la fenêtre, l'œil embrassait la vallée, depuis la colline où s'étale Pont de Ruan, jusqu'au château d'Azay, en suivant les sinuosités de la côte opposée, qui varie les tours de Frapesle, puis l'église, le bourg et le vieux manoir de Saché, dont les masses dominent la prairie. En harmonie avec cette vie reposée et sans autres émotions que celles données par la famille, ces lieux communiquaient à l'âme leur sérénité. Si je l'avais rencontrée là pour la première fois, entre le comte et ses 2 enfants, au lieu de la trouver splendide dans sa robe de bal, je ne lui aurais pas ravi ce délirant baiser dont j'eus alors des remords, en croyant qu'il détruirait l'avenir de mon amour. Non. Dans les noires dispositions où me mettait le malheur, j'aurais plié le genou, j'aurais baisé ses brodequins, j'y aurais laissé quelques larmes et je serais allée me jeter dans l'Indre. Mais après avoir effleuré le frais jasmin de sa peau et bu le lait de cette coupe pleine d'amour, j'avais dans l'âme le goût et l'espérance de volupté surhumaine. Je voulais vivre et attendre l'heure du plaisir, comme le sauvage épie l'heure de la vengeance. Je voulais me suspendre aux arbres, ramper dans les vignes, me tapir dans l'Indre. Je voulais avoir pour complice le silence de la nuit, la lassitude de la vie, la chaleur du soleil, afin d'achever la pomme délicieuse où j'avais déjà mordu. M'eût-elle demandé la fleur qui chante, ou les richesses enfouies par les compagnons de Morgan, l'extrémateur, je lui aurais apporté afin d'obtenir les richesses certaines et la fleur muette que je souhaitais. Quand cessa le rêve, où m'avait plongé la longue contemplation de mon idole, et pendant lequel un domestique vint et lui parla, je l'entendis causant du conte. Je pensais seulement alors qu'une femme devait appartenir à son mari. Cette pensée me donna des vertiges. Puis j'eus une rageuse et sombre curiosité de voir le possesseur de ce trésor. 2 sentiments me dominèrent, la haine et la peur. Une haine qui ne connaissait aucun obstacle et les mesurait tous sans les craindre. Une peur vague, mais réelle du combat, de son issue, et d'elle surtout, en proie à d'indicibles pressentiments. Je redoutais ses poignées de main qui déshonorent, j'entrevoyais déjà des difficultés élastiques où se heurtent les plus rudes volontés et où elles s'émoussent. Je craignais cette force d'inertie qui dépouille aujourd'hui la vie sociale des dénouements que recherchent les âmes passionnées. « Voici Monsieur de Mortsauf, dit-elle. » Je me dressai sur mes jambes comme un cheval effrayé. Quoique ce mouvement n'échappa ni à Monsieur de Chessel ni à la comtesse, il ne me valut aucune observation muette, car il y eut une diversion faite par une jeune fille à qui je donnais 6 ans et qui entra disant « Voilà mon père !»« Eh bien, Madeleine ?» fit sa mère. L'enfant tendit à Monsieur de Chessel la main qu'il demandait et me regarda fort attentivement après m'avoir adressé son petit salut plein d'étonnement. « Êtes-vous contente de la santé ?» dit Monsieur de Chessel à la comtesse. « Elle va mieux, dit-elle, en caressant la chevelure de la petite, déjà blottie dans son giron. » Une interrogation de Monsieur de Chessel m'apprit que Madeleine avait 9 ans. Je marquai quelques surprises de mon erreur, et mon étonnement amassa des nuages sur le front de ma mère. Mon introducteur me jeta l'un de ces regards significatifs par lesquels les gens du monde nous font une seconde éducation. Là, sans doute, était une blessure maternelle dont l'appareil devait être respecté. Enfant malingre, dont les yeux étaient pâles, dont la peau était blanche comme une porcelaine éclairée par la lueur, Madeleine n'aurait sans doute pas vécu dans l'atmosphère d'une ville. L'air de la campagne, les soins de sa mère qui semblaient la couvert, entretenaient la vie dans ce corps aussi délicat que l'est une plante venue en serre malgré les rigueurs d'un climat étranger. Quoiqu'elle ne rappelât en rien sa mère, Madeleine paraissait en avoir l'âme, et cette âme la soutenait. Ses cheveux rares et noirs, ses yeux caves, ses joues creuses, ses bas amaigris, sa poitrine étroite annonçait un débat entre la vie et la mort, duel sans trêve, où jusqu'alors la comtesse était victorieuse. Elle se faisait vive, sans doute pour éviter des chagrins à sa mère, car en certains moments, où elle ne s'observait plus, elle prenait l'attitude d'un saule pleureur. Vous eussiez dit d'une petite bohémienne souffrant la faim, venue de son pays, en mendiant, épuisée mais courageuse, et parée pour son public. « Où donc avez-vous laissé Jacques ?» lui demanda sa mère, en la baisant sur la raie blanche qui partageait ses cheveux en 2 bandeaux semblables aux ailes d'un corbeau. « Il vient avec mon père. » En ce moment, le comte entra, suivi de son fils qu'il tenait par la main.
Jacques, vrai portrait de sa sœur, offrait les mêmes symptômes de faiblesse. En voyant ces deux enfants, frêles aux côtés d'une mère si magnifiquement belle, il était impossible de ne pas deviner les sources du chagrin qui attendrissait les trempes de la comtesse et lui faisait taire une de ses pensées qui n'ont que Dieu pour confident, mais qui donnent au front de terribles signifiances. En me saluant, M. de Morsauf me jeta le coup d'œil moins observateur que maladroitement inquiet d'un homme dont la défiance provient de son peu d'habitude à manier l'analyse. Après l'avoir mis au courant et m'avoir nommé, sa femme lui céda sa place et nous quitta. Leurs enfants, dont les yeux s'attachaient à ceux de la mère, comme s'ils en tiraient leur lumière, voulurent l'accompagner. Elle leur dit « Restez, chers anges !» et mit son doigt sur ses lèvres. Ils obéirent, mais leurs regards se voilèrent. Ah, pour s'entendre dire ces mots chers, quelle tâche n'aurait-on pas entreprise? Comme les enfants, j'eus moins chaud quand elle ne fut pas là. Mon nom changea les dispositions du comte à mon égard. De froid et sourcilleux, il devint sinon affectueux, du moins poliment empressé, me donna des marques de considération et parut heureux de me recevoir. Jadis, mon père s'était dévoué pour nos maîtres à jouer un rôle grand mais obscur, dangereux mais qui pouvait être efficace, quand tout fut perdu par l'accès de Napoléon au sommet des affaires. Comme beaucoup de conspirateurs secrets, il s'était réfugié dans les douceurs de la province et de la vie privée, en acceptant des accusations aussi dures qu'iméritées. Salaire inévitable des joueurs qui jouent le tout pour le tout et succombent après avoir servi de pivot à la machine politique. Ne sachant rien de la fortune, rien des antécédents ni de l'avenir de ma famille, j'ignorais également les particularités de cette destinée, perdue, dont se souvenait le comte de Morsauf. Je contemplais le comte en tâchant de deviner son caractère, mais je fus assez intéressée par quelques traits principaux pour en rester à l'examen superficiel de sa physionomie. Âgé seulement de 45 ans, il paraissait approcher la soixantaine, tant il avait promptement vieilli dans le grand naufrage qui termina le XVIIIe siècle. La demi-couronne, qui ceignait monastiquement l'arrière de sa tête dégarnie de cheveux, venait mourir aux oreilles en caressant les tempes par des touffes grises mélangées de noir. Son visage ressemblait vaguement à celui d'un loup blanc qui a du sang au museau, car son nez était enflammé, comme celui d'un homme dont la vie est altérée par ses principes, dont l'estomac est affaibli, dont les humeurs sont viciées par d'anciennes maladies. Son front plat, trop large pour sa figure, qui finissait en pointe, ridée traversalement par marches inégales, annonçait les habitudes de la vie en plein air et non les fatigues de l'esprit, le poids d'une constante infortune et non les efforts faits pour la dominer. Ses pommettes, saillantes et brunes au milieu des tons blafards de son teint, indiquaient une charpente assez forte pour lui assurer une longue vie. Son œil clair, jaune et dur, tombait sur vous comme un rayon du soleil en hiver, lumineux, sans chaleur, inquiet sans pensée, défiant, sans objet. Sa bouche était violente et impétueuse, son menton était droit et long, maigre et de haute taille. Il avait l'habitude d'un gentilhomme appuyé sur une valeur de convention, qui se sait au-dessus des autres par le droit, au-dessous par le fait. Le laisser-aller de la campagne lui avait fait négliger son extérieur. Son habillement était celui d'un campagnard, en qui les paysans, aussi bien que les voisins, ne considèrent plus que la fortune territoriale. Ses mains brunies et nerveuses attestaient qu'il ne mettait de gants que pour monter à cheval, ou le dimanche pour aller à la messe. Sa chaussure était grossière. Quoique les années d'émigration et les 10 années de l'agriculteur eussent influé sur son physique, il subissait en lui des vestiges de noblesse. Le libéral le plus haineux, mot qui n'était pas encore monnayé, aurait facilement reconnu chez lui la loyauté chevaleresque, les convictions immarcessibles du lecteur acquis à la quotidienne. Pendant le dîner, je remarquai, dans la dépression de ses joues flétries et dans certains regards jetés à la dérobée sur ses enfants, les traces de pensées importunes, dont les élancements expiraient à la surface. En le voyant, qui ne l'eût compris? Qui ne l'aurait accusé d'avoir fatalement transmis à ses enfants ces corps auxquels manquait la vie? S'il se condamnait lui-même, il déniait aux autres le droit de le juger.
amer comme un pouvoir qui se sait fautif, mais n'ayant pas assez de grandeur ou de charme pour compenser la somme de douleurs qu'il avait jetée dans la balance, sa vie intime devait offrir les aspérités que dénonçaient en lui ses traits anguleux et ses traits incessamment inquiets. Quand sa femme rentra, suivie de 2 enfants attachés à ses flancs, je soupçonnai donc un malheur. Comme lorsqu'en marchant sur les voûtes d'une cave, les pieds ont en quelque sorte la conscience de la profondeur, en voyant ces 4 personnes réunies, en les embrassant de mes regards, allant de l'une à l'autre, étudiant leur physionomie et leurs attitudes respectives. Des pensées trempées de mélancolie tombèrent sur mon cœur, comme une pluie fine et grise embrume un joli pays après quelques beaux levers de soleil. Lorsque le sujet de la conversation fut épuisé, le comte se mit encore en scène au détriment de M. de Chessel, en apprenant à sa femme plusieurs circonstances concernant ma famille et qui m'étaient inconnues. Il me demanda mon âge. Quand je lui dis, la comtesse me rendit mon mouvement de surprise à propos de sa fille. Peut-être me donnait-elle 14 ans. Ce fut comme si je le sus, le second lien qui l'attacha si fortement à moi. Je lus dans son âme. Sa maternité tressaillit, éclairée par un tardif rayon de soleil que lui jetait l'espérance. En me voyant, à 20 ans passés, si malingre, si délicat et néanmoins si nerveux, une voix lui cria peut-être « Ils vivront ». Elle me regarda curieusement, et je sentis qu'en ce moment, il se fondait bien des glaces entre nous. Elle parut avoir 1000 questions à me faire, et les garda toutes. « Si l'étude vous a rendu malade, dit-elle, l'air de notre vallée vous remettra. L'éducation moderne est fatale aux enfants, reprit le comte. Nous les bourrons de mathématiques, nous les tuons à coups de science, nous les usons avant le temps. Il faut vous reposer ici, me dit-il. Vous êtes écrasé sous l'avalanche d'idées qui a roulé sur vous. Quel siècle nous prépare cet enseignement mis à portée de tous, si l'on ne prévient le mal en rendant l'instruction publique aux corporations religieuses? Ces paroles annonçaient bien le mot qu'il dit un jour aux élections, en refusant sa voix à un homme dont les talents pouvaient servir la cause royaliste. « Je me défierai toujours des gens d'esprit, répondit-il à l'entremetteur des voix électorales. Il nous proposa de faire le tour de ses jardins et se leva. « Monsieur, lui dit la comtesse. « Eh bien, ma chère ?» répondit-il en se retournant avec une brusquerie hautaine, qui dénotait combien il voulait être absolu chez lui, mais combien alors il l'était peu. « Monsieur est venu de Tours à pied ? Monsieur de Chessel n'en savait rien et l'a promené dans Frapesle. »« Vous avez fait une imprudence, me dit-il, quoiqu'à votre âge. » Et il hocha la tête, en signe de regret. La conversation fut reprise, je ne tardai pas à reconnaître combien son royalisme était intraitable et de combien de ménagements il fallait user pour demeurer sans choc dans ses eaux. Le domestique qui avait promptement mis une livrée annonça le dîner. Monsieur de Chessel présenta son bras à Madame de Mortsauf, et le comte saisit gaiement le mien pour passer dans la salle à manger, qui, dans l'ordonnance du rez-de-chaussée, formait le pendant du salon. Carrelée, en carreaux blancs fabriqués en Touraine et boisée à hauteur d'appui, la salle à manger était tendue d'un papier verni qui figurait de grands panneaux encadrés de fleurs et de fruits. Les fenêtres avaient les rideaux de percale ornés de galons rouges. Les buffets étaient de vieux meubles de boulle et de bois des chaises, garnis en tapisserie faite à la main, étaient de chêne sculpté. Abondamment servie, la table n'offrit rien de luxueux. De l'argenterie de famille sans unité de forme, de la porcelaine de Saxe qui n'était pas encore redevenue à la mode, des carafes octogones, des couteaux à manches en agate, puis sous les bouteilles des ronds en laque de la Chine. Mais des fleurs dans des seaux, vernis et dorés sur leur découpure à dents de loup. J'aimais ces vieilleries, je trouvais le papier réveillant et ses bordures de fleurs superbes. Le dîner se passa tout en joie intérieure pour moi. En me voyant chez elle, je ne pouvais songer ni à sa froideur réelle, ni à l'indifférence que couvrit la politesse du comte. L'amour a, comme à la vie, une puberté pendant laquelle il se suffit à lui-même. Je fis quelques réponses gauches en harmonie avec les secrets tumultes de la passion, mais que personne ne pouvait deviner, pas même elle, qui ne savait rien de l'amour. Le reste du temps fut comme un rêve. Ce beau rêve cessa, quand au clair de la lune et par un soir chaud et parfumé, je traversai l'Indre, au milieu des blanches fantaisies qui décoraient les prés, les rives, les collines. En entendant le chant clair, la note unique, pleine de mélancolie que jette incessamment par temps égaux une rainette, dont j'ignore le nom scientifique, mais que depuis ce jour solennel je n'écoute pas sans des délices infinies, je reconnus un peu tard, comme ailleurs, cette insensibilité de marbre contre laquelle s'était jusqu'alors émoussé
mes sentiments. Je me demandais s'il en serait toujours ainsi. Je crus être sous une fatale influence. Les sinistres événements du passé se débattirent avec les plaisirs purement personnels que j'avais goûtés. Avant de regagner Frappel, je regardai Clochegourde et vis au bas d'une barque, nommée en Touraine une toue, attachée à un frêne et que l'eau balançait. Cette toue appartenait à monsieur de Mortsauf qui s'en servait pour pêcher. « Eh bien, me dit monsieur de Chessel, quand nous fûmes sans danger d'être écoutés. Je n'ai pas besoin de vous. Enfin, de vous demander si vous avez retrouvé vos belles épaules. Il faut vous féliciter de l'accueil que vous a fait monsieur de Mortsauf. Diantre, vous êtes du premier coup au cœur de la place. » Cette phrase, suivie de celle dont je vous ai parlé, ranima mon cœur abattu. Je n'avais pas dit un mot depuis Clochegourde et monsieur de Chessel attribuait mon silence à mon bonheur. « Comment ?» répondis-je avec un ton d'ironie qui pouvait aussi bien paraître dicté par la passion contenue. « Il n'a jamais si bien reçu qui que ce soit. » Je vous avoue que je suis moi-même étonnée de cette réception, lui dis-je, en sentant l'amertume intérieure que me dévoilait ce dernier mot. Quoique je fusse trop inexpert des choses mondaines pour comprendre la cause du sentiment qu'éprouvait monsieur de Chessel, je fus néanmoins frappée de l'expression par laquelle il le trahissait. Mon hôte avait l'infirmité de s'appeler Durand et se donnait le ridicule de renier le nom de son père, illustre fabricant qui, pendant la Révolution, avait fait une immense fortune. Monsieur de Chessel n'a pas eu la marche rectiligne de l'homme fort. 2 fois député, 2 fois repoussé aux élections. Hier, directeur général, aujourd'hui, rien. Pas même préfet. Ses succès ou ses défaites ont gâté son caractère et lui ont donné l'âpreté de l'ambitieux invalide. Quoique galant homme, homme spirituel et capable de grandes choses, peut-être l'envie qui passionne l'existence en Touraine, où les naturels du pays emploient leur esprit à tout jalouser. Lui fut-elle funeste dans les hautes sphères sociales, où réussissent peu ces figures crispées par le succès d'autrui, ses lèvres boudeuses, rebelles aux compliments et faciles à l'épigramme. En voulant moins, peut-être aurait-il obtenu davantage. Mais malheureusement, il avait assez de supériorité pour vouloir marcher toujours debout. En ce moment, monsieur de Chessel était au crépuscule de son ambition. Le royalisme lui souriait, peut-être affectait-il les grandes manières, mais il fut parfait pour moi. D'ailleurs, il me plut par une raison bien simple, je trouvai chez lui le repos pour la première fois. L'intérêt, faible peut-être, qu'il me témoignait, me parut, à moi malheureux, enfant rebuté, une image de l'amour paternel. Les soins de l'hospitalité contrastaient tant avec l'indifférence qui m'avait jusqu'alors accablé que j'exprimais une reconnaissance enfantine de vivre sans chaîne et quasiment caressé. Aussi, les maîtres de Frappel sont-ils si bien mêlés à l'aurore de mon bonheur que ma pensée les confond dans les souvenirs où j'aime à revivre. Plus tard, et précisément dans l'affaire des lettres patentes, j'eus le plaisir de rendre quelques services à mon hôte. La jalousie n'était pas la seule question de la solitude, où vivait le comte de Mortsauf. Sa première éducation fut celle de la plupart des enfants de grandes familles. Une incomplète et superficielle instruction à laquelle suppléaient les enseignements du monde, les usages de la cour, l'exercice des grandes charges de la couronne ou des places éminentes. Monsieur de Mortsauf avait émigré précisément à l'époque où commençait sa seconde éducation. Elle lui manqua. Il fut de ceux qui crurent au prompt rétablissement de la monarchie en France. Dans cette persuasion, son exil avait été la plus déplorable des oisivetés. Quand il se dispersa, l'armée de Condé, où son courage le fit inscrire parmi les plus dévoués, il s'attendit à bientôt revenir sur le drapeau blanc et ne chercha pas, comme quelques émigrés, à se créer une vie industrieuse. Peut-être aussi n'eut-il pas la force d'abdiquer son nom pour gagner son pain dans les sueurs d'un travail méprisé. Ses espérances, toujours appointées au lendemain, et peut-être aussi l'honneur, l'empêchèrent de se mettre au service des puissances étrangères. La souffrance mina son courage. De longues courses, entreprises à pied, sans nourriture suffisante, sur des espoirs toujours déçus, altérèrent sa santé, découragèrent son âme. Par degrés, son dénuement devint extrême. Si pour beaucoup d'hommes la misère est un tonique, il en est d'autres pour qui elle est un dissolvant. Et le comte fut de ceux-ci.
en pensant à ce pauvre gentilhomme de Touraine, allant et couchant par les chemins de la Hongrie, partageant un quartier de moutons avec les bergers du prince Esterhazy, auquel le voyageur demandait le pain et que le gentilhomme n'aurait pas accepté du maître, et qu'il refusa maintes fois des mains ennemies de la France, je n'ai jamais senti dans mon cœur de fiel pour l'émigré, même quand je le vis ridicule dans le triomphe. Les cheveux blancs de M. de Mortsauf m'avaient dit d'épouvantables douleurs. Et je sympathise trop avec les exilés pour pouvoir les juger. La gaieté française et Tourangelle succomba chez le comte. Il devint morose, tomba malade et fut soigné par charité dans je ne sais quel hospice allemand. Sa maladie était une inflammation du mésentère, cas souvent mortel, mais dont la guérison entraîne des changements d'humeur à cause presque toujours d'hypocondrie. Ses amours, ensevelis dans le plus profond de son âme, que moi seul ai découvert, furent des amours de bas étage, qui n'attaquèrent pas seulement sa vie, ils en ruinèrent encore l'avenir. Après 12 ans de misère, il tourna les yeux vers la France, où le décret de Napoléon lui permit de rentrer. Quand en passant le Rhin, le piéton souffrant aperçut le clocher de Strasbourg par une belle soirée, il défaillit. « La France ! France !» je criai. « Voilà la France !» me dit-il. Comme un enfant crie « Ma mère !» quand il est blessé. Riche avant de naître, il se trouvait pauvre. Fait pour commander un régiment ou gouverner l'État, il était sans autorité, sans avenir. Né sain et robuste, il revenait infirme et tout usé. Sans instruction au milieu d'un pays où les hommes et les choses avaient grandi, nécessairement sans influence possible, il se vit dépouillé de tout, même de ses forces corporelles et morales. Son manque de fortune lui rendit son nom pesant, ses opinions inébranlables, ses antécédents à l'armée de Condé, ses chagrins, ses souvenirs, sa santé perdue, lui donnèrent une susceptibilité de nature à être peu ménagée en France, le pays des railleries. À demi mourant, il atteignit le Maine, où, par un hasard, dû peut-être à la guerre civile, le gouvernement révolutionnaire avait oublié de faire vendre une ferme considérable en étendue et que son fermier lui conservait en laissant croire qu'il en était le propriétaire. Quand la famille de Lenoncourt, qui habitait Givry, château situé près de cette ferme, sut l'arrivée du comte de Mortsauf, le duc de Lenoncourt alla lui proposer de demeurer à Givry pendant le temps nécessaire pour s'arranger une habitation. La famille de Lenoncourt fut noblement généreuse envers le comte, qui se répara là durant plusieurs mois de séjour. Il fit des efforts pour cacher ses douleurs pendant cette première halte. Les Lenoncourt avaient perdu leur immense bien par le nom. Monsieur de Mortsauf était un parti sortable pour leur fille, loin de s'opposer à son mariage avec un homme âgé de 35 ans, maladif et vieilli. Mademoiselle de Lenoncourt en parut heureuse. Un mariage lui acquérait le droit de vivre avec sa tante, la duchesse de Verneuil, sœur du prince de Blamont-Chauvry, qui pour elle était une mère d'adoption. Amie intime de la duchesse de Bourbon, Madame de Verneuil faisait partie d'une société sainte, dont l'âme était Monsieur Saint-Martin, né en Touraine et surnommé le philosophe inconnu. Les disciples de ce philosophe pratiquaient les vertus conseillées par les hautes spéculations de l'illuminisme mystique. Cette doctrine donne la clé des mondes divins, explique l'existence par des transformations où l'homme s'achemine à de sublimes destinées, libère le devoir de sa dégradation légale, applique aux peines de la vie la douceur inaltérable du quaker et ordonne le mépris de la souffrance en inspirant je ne sais quoi de maternel pour l'ange que nous portons au ciel. Et je vais m'arrêter là pour cette nuit. C'est déjà la fin de cette lecture. Merci de l'avoir suivi avec nous et d'avoir été fidèle jusqu'au bout du voyage. Retrouvez-nous très prochainement pour poursuivre la lecture du Lys dans la vallée. Ce sera encore avec moi pour 2 lectures. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau voyage jusqu'au bout de la nuit. Allez, à très bientôt sur D8. Ciao!